Découvrons ensemble les trois principales nouveautés de la loi de finances pour 2016 en matière d'impôt sur le revenu. La première, c'est l'allègement de l'impôt sur le revenu pour les revenus moyens par la réforme de la décote. Ensuite, c'est l'augmentation de l'imposition des indemnités versées aux dirigeants et mandataires sociaux suite à la cessation forcée de leurs fonctions. Enfin, la mise en place de la réforme du prélèvement à la source. Bonne nouvelle pour vos clients qui n'ont pas des revenus très élevés. Leur impôt sur les revenus de 2015 va diminuer. Cette diminution provient surtout du changement du calcul de la décote et non du changement du barème de l'impôt, car les limites des tranches d'imposition n'ont été relevées que de 0,1%. Voici le nouveau barème. Le relèvement des limites des tranches d'imposition de 0,1% a entraîné, corrélativement, le relèvement de différents seuils, limites et plafonds, dont le plafonnement des effets du quotient familial. Cette réforme est marquée par deux éléments. D'une part, l'augmentation de la limite d'application de la décote selon la situation de famille et, d'autre part, les changements de ses modalités de calcul. La décote est égale à la différence entre son plafond, 1 165 € pour les personnes seules, et 1 920 € pour les couples, et les 3/4 du montant de la cotisation d'impôt brut. Prenons un exemple. Un couple marié sans enfants. Le montant de leur revenu imposable en 2015 s'élève à 32 400 €. Le montant de l'impôt brut avant décote est de 1 820 €. La décote est égale à la différence entre 1 920 €, c'est-à-dire le plafond applicable au couple, et 3/4 du montant de l'impôt brut, soit 1 920 € moins 1 365 € égale 555 €. Le montant de l'impôt dû en 2016 après décote est donc de 1 820 € moins 555 €, soit 1 265 €. Avec le régime antérieur, le montant de l'impôt aurait été de 1 770 €, soit une économie d'impôt de 505 €. Nous voyons donc bien l'intérêt que représente cette réforme de la décote. Si vous avez des clients dirigeants et mandataires sociaux qui ont perçu en 2015 des indemnités suite à la cessation forcée de leurs fonctions, hélas, les nouvelles sont moins bonnes. En effet, la loi de finances pour 2016 a limité l'exonération de ces indemnités. Le double plafond qui existait antérieurement a été supprimé. Ces indemnités sont désormais exonérées d'impôt sur le revenu à hauteur de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 114 120 € pour celles perçues en 2015 et 115 848 € pour celles perçues en 2016. Les particuliers vont progressivement être contraints de déclarer leurs revenus en ligne et de payer par prélèvement les acomptes ou soldes d'impôt sur le revenu. Cette obligation sera généralisée en 2019. Attention, en cas de non-respect, une amende forfaitaire de 15 € sera due. Dans la loi de finances pour 2016, la fiscalité des investissements immobiliers a-t-elle été réformée? Non, il s'agit uniquement de quelques aménagements à la marge concernant essentiellement les défiscalisations immobilières Pinel et Malraux. Rappelons que le dispositif d'investissement immobilier Duflot Pinel comporte un certain nombre de conditions pour ouvrir droit à la réduction d'impôt.
Parmi celles-ci figure l'obligation de respecter un certain quota de logements éligibles par immeuble. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'au sein d'un même immeuble neuf comportant au moins 5 logements, seul un pourcentage de logements peut ouvrir droit à la réduction d'impôt. C'est cette condition qui a été supprimée à compter du 1er janvier 2016. Quels sont les aménagements apportés par la loi de finances pour 2016? Deux nouveautés sont à noter. Tout d'abord, la prolongation de 2 ans du bénéfice de la réduction d'impôt pour les opérations de rénovation d'immeubles situés dans les quartiers anciens dégradés. Initialement accordée jusqu'au 31 décembre 2015, elle est prorogée jusqu'au 31 décembre 2017. Le bénéfice de la réduction d'impôt Malraux est étendu aux dépenses supportées jusqu'au 31 décembre 2017 de restauration d'immeubles bâtis situés dans une nouvelle catégorie de quartiers anciens dégradés. Et quelles sont les caractéristiques de ces nouveaux quartiers? Il s'agit de quartiers présentant une concentration élevée d'habitats anciens dégradés et qui fait l'objet d'une convention pluriannuelle. La restauration doit avoir été déclarée d'utilité publique pour bénéficier de la réduction d'impôt. La loi de finances pour 2016 prévoit-elle des mesures favorisant l'accès au logement et l'amélioration de leur performance énergétique? Oui, tout à fait. Elle concerne le crédit d'impôt pour la transition énergétique, dit CITE, l'éco-prêt à taux zéro, dit l'éco-PTZ, et le prêt à taux zéro plus, dit PTZ+. Qu'est-ce qui a changé pour le CITE et l'éco-PTZ? Ils ont été prorogés. Le CITE jusqu'au 31 décembre 2016 et l'éco-PTZ jusqu'au 31 décembre 2018. À compter du 30 septembre 2015, le montant du crédit d'impôt est réduit pour les équipements mixtes, équipements éligibles et équipements non éligibles tels que les panneaux solaires. À compter du 1er janvier 2016, sont exclus du CITE les éoliennes et les chaudières à condensation, sauf si un acompte a été versé avant cette date. Attention aux travaux nécessitant l'intervention d'un entrepreneur certifié RGE, c'est-à-dire reconnu garant de l'environnement. Pour avoir droit au crédit d'impôt, il faut obligatoirement une visite préalable avant de faire le devis. Pensez donc à prévenir vos clients que la facture devra bien comporter la date de cette visite préalable. Voyons à présent les aménagements apportés à l'éco-PTZ qui sont intéressants pour vos clients. J'ai cru comprendre que l'accès à l'éco-PTZ était amélioré. Tout à fait. Il est octroyé davantage de facilité à l'emprunteur. Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, l'éco-PTZ est étendu aux ménages bénéficiant des aides de l'ANA. Les banques peuvent inclure, sous certaines conditions, l'éco-PTZ dans l'offre globale de prêt, de sorte de coupler le financement de l'acquisition d'un logement et celui des travaux. Le délai pour réaliser les travaux et produire les justificatifs aux banques est allongé de 2 à 3 ans. Enfin, à compter du 1er juillet 2016, un éco-PTZ complémentaire
pourra être accordé sous certaines conditions. C'est en effet une bonne avancée pour les emprunteurs. Et du côté du PTZ+, vous allez pouvoir le proposer à davantage de clients à compter du 1er janvier 2016. Les mesures prises sont les suivantes. Pour l'achat de logements anciens à réhabiliter, le PTZ+ est étendu à l'ensemble du territoire français et non plus limité à 5 920 communes. De même, les plafonds de revenus sont augmentés ainsi que la durée du prêt. Enfin, l'acquéreur n'est plus obligé d'occuper le logement en tant que résidence principale pendant toute la durée du prêt, mais uniquement pendant 6 ans. Et le prêt peut financer jusqu'à 40% l'achat d'un logement. Prenons un exemple pour comprendre cette augmentation du financement. Un couple avec 2 enfants souhaite acheter un appartement en zone B1 d'un montant de 230 000 €. Le total des ressources du couple emprunteur respecte le plafond requis, c'est-à-dire 52 000 € avant le 1er janvier 2016 et 60 000 € après le 1er janvier 2016. Quel est le montant du prêt maximum avant et après le 1er janvier 2016 ? Avant le 1er janvier 2016, le montant maximum du PTZ était de 59 800 €. Après le 1er janvier 2016, le montant maximum du PTZ est de 92 000 €. Ce couple peut ainsi bénéficier d'une augmentation de son prêt de 32 200 €. ah oui, effectivement, on voit bien ce qu'apporte cette nouvelle mesure. Les employeurs vont pouvoir bénéficier d'un allègement de charges sociales, même si celui-ci est tempéré par des hausses de cotisations. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a étendu le taux réduit de cotisation d'allocation familiale de 1,8 points. Ainsi, à compter du 1er avril 2016, les employeurs vont bénéficier d'une réduction du taux de cotisation d'allocation familiale sur les rémunérations versées aux salariés qui n'excèdent pas 3,5 fois le SMIC. Pour la réduction due au titre du premier trimestre, comme pour celle due au titre des 3 derniers trimestres de 2016. Les plafonds sont calculés sur l'année entière en fonction de la rémunération annuelle totale perçue en 2016. La cotisation patronale d'assurance maladie est portée à 12,84% au 1er janvier 2016. Les cotisations patronales et salariales vieillesse du régime de base sont augmentées de 0,05 points. Deux mesures importantes de la loi de finances pour 2016 sont à noter pour vos clients professionnels ou entreprises. Tout d'abord, un assouplissement des contrôles URSSAF, mais aussi un renforcement de la lutte contre la fraude essentiellement fiscale. Sur quoi portent ces contrôles URSSAF ? Rappelons le contexte. Les entreprises qui mettent en place un régime de protection sociale complémentaire, retraite ou prévoyance, bénéficient d'avantages sociaux si ce régime présente un caractère obligatoire et collectif.
À défaut, les entreprises peuvent être redressées par l'URSSAF pour des montants qui peuvent être importants alors qu'elles n'ont pas commis d'erreurs très graves. Ce peut être lié, par exemple, à un oubli de justificatif. Ah très bien, mais qu'y a-t-il de nouveau? Sur les contrôles engagés à partir du 1er janvier 2016, la loi autorise l'URSSAF, dans certains cas, à proportionner le montant du redressement en fonction de la nature de l'erreur commise par l'employeur. Ça veut dire que le montant du redressement peut être diminué? Oui, exactement. Le redressement peut être réduit à 1,5 fois les sommes manquantes si l'erreur porte sur une anomalie de production de justificatif, ou bien 3 fois les sommes manquantes si l'erreur concerne une méconnaissance des règles de fond sans gravité. C'est donc un avantage pour les employeurs. Tout à fait. Cela leur diminue le montant du redressement à payer, à condition de bien pouvoir justifier des sommes faisant défaut, c'est-à-dire, notamment, de pouvoir justifier la non-couverture de certains salariés. Découvrons à présent ce qui a changé en matière de lutte contre la fraude et les impacts pour vos clients professionnels ou entreprises. De quelle fraude s'agit-il? Essentiellement fiscale. La lutte contre la fraude à la TVA et contre les pratiques d'évasion fiscale, ainsi que la lutte contre le terrorisme. L'accès aux fichiers FICOBA et FICOVI est élargi à certains officiers et agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, comme certains officiers de la police judiciaire, les agents des douanes également, et les agents des services fiscaux. Attention, à compter du 1er janvier 2018, vos entreprises clientes concernées devront utiliser des logiciels de caisse sécurisés et homologués. Et pourquoi cette mesure? Il s'agit de lutter contre les logiciels frauduleux qui permettent de dissimuler des recettes et échapper ainsi à la TVA. Comment les entreprises peuvent-elles prouver qu'elles utilisent bien ce logiciel? Elles devront produire un certificat délivré par un organisme accrédité ou une attestation délivrée par l'éditeur. Et si elles ne l'ont pas, y a-t-il une sanction? Oui, une amende de 7 500 € peut être encourue et l'entreprise doit se mettre en conformité dans un délai de 60 jours. À quoi sert ce reporting? Il s'agit ici de contraindre certaines entreprises multinationales à déposer chaque année une déclaration comportant notamment la répartition pays par pays des bénéfices du groupe. Et quelles sont les entreprises concernées? Les entreprises établies en France, membres d'un groupe international dont le chiffre d'affaires consolidé excède 750 millions d'euros, remplissant certains critères. À partir de quand s'applique cette mesure? Cette mesure s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Et si elles ne l'ont pas, y a-t-il une sanction? Oui, bien sûr, une amende de 100 000 € peut être due en cas de défaut ou bien en cas de retard de déclaration. Est-ce que la fiscalité des entreprises a été réformée par les différentes lois budgétaires de cette fin d'année? Non, il n'y a pas eu de réforme, uniquement certaines modifications. On retiendra principalement celles relatives, d'une part, à la contribution sociale de solidarité des sociétés dites C3S, et d'autre part, au régime des groupes de sociétés. C'est une bonne nouvelle pour certaines entreprises. À compter du 1er janvier 2016, la C3S est désormais assise sur le chiffre d'affaires hors taxe après application d'un abattement de 19 millions d'euros.
Et qu'est-ce que cela signifie concrètement? Que les entreprises ayant un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 19 millions d'euros vont pouvoir être exonérées de cette taxe. Très bien, mais que se passe-t-il pour les entreprises qui dépassent ce seuil? Elles sont redevables de cette taxe sur leur chiffre d'affaires, moins l'abattement de 19 millions. Elles sont également tenues de faire la déclaration et le paiement par voie dématérialisée. À défaut, une sanction pourra être appliquée, une majoration de 0,2% du montant de la C3S. Parmi les différentes modifications intervenues, nous en retiendrons principalement deux. La participation détenue par les sociétés mères en nue propriété est désormais prise en compte pour avoir droit à l'application du régime spécial mère-fille. Cette mesure s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Sont exclus du bénéfice de cette exonération les dividendes distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages dépourvus de motif commercial valable et ayant parmi ses principaux objectifs l'obtention d'un avantage fiscal. Cette mesure s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.